Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 6 août 2022. Deux titres font la une de notre journal rétro. Réalité socio-économique du village d'Imonika. Oui, gros plan de notre rédaction sur l'église catholique de Pouga. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Batata kuwaka malonji ya munganga. Batata kuwaka malonji ya munganga. Dikanda yange na baba na yange bakevana na nzutu ya mbote. Dans le département du Kwilu, c'est à Mengo, sous-préfecture de Luango, que la campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune a été officiellement lancée ce samedi 6 août 2022 par Alphonse Koutana, sous-préfet de Luango, représentant le préfet du département, assisté de la directrice départementale de la santé au Kwilu, le docteur Chantal Portela. François Blaise Mavungu, chef du village de Mengo, souhaitant dans son message la cordiale bienvenue aux visiteurs, a salué cette action salvatrice du gouvernement de la République. De son côté, le docteur Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé au Kwilu, a remercié les autorités politico-administratives locales pour leur implication à cette campagne placée sous le leadership du ministre de la Santé. La vaccination contre la fièvre jaune et la rougeole est sûre, efficace et gratuite. Cette vaccination va se dérouler en stratégie fixe dans les centres de santé intégrés, postes de santé, dans les écoles, dans les marchés, dans les églises, dans les gares routières. En stratégie avancée et mobile au siège des comités de village ou écoles. Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos remerciements aux autorités politico-administratives et corps constitués départementaux, en tête desquels Monsieur le Préfet, pour l'implication de la mise en œuvre de cette campagne. Le sous-préfet, faisant le geste de lancement et encourageant cette initiative, a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement de la République. Merci aux autorités qui ont réagi promptement et assez rapidement dès que les deux épidémies-là sont déclarées. C'est une très bonne chose. Et ça cadre avec le fait que nous sommes en train de poursuivre une marche et cela ensemble. Et pour poursuivre une marche ensemble, il faut bien que le peuple se porte très bien. Parce qu'un homme malade ne peut pas marcher. Le sentiment que j'ai, c'est que je constate que le ministère concerné a mis tout ce qu'il faut en place pour que les agents soient prêts à opérer et ou alors à lancer effectivement la campagne contre ces deux maladies graves qui, il faut le rappeler en passant, n'ont pas de traitement. Par la suite, un carnaval a permis aux corps constitués départementaux, à la délégation de l'UNICEF et de l'OMS, ainsi qu'aux agents de santé de se rendre à Kungu pour la suite de cette campagne qui prendra fin le jeudi 11 août prochain. On rappelle, le 4 août dernier, le préfet du département du Kwilu avait tenu à Madingokai une sensibilisation sur les deux maladies. Le village d'Imonika, au Kwilu, peuplé de 550 habitants, est dans la sous-préfecture de Mvouti, située dans le massif du Mayombe. Il présente à vue d'œil à ses touristes une face cachée de ses réalités socio-économiques, dominées par le quotidien de l'habitant de Dimonika village et les activités d'exploitation artisanale d'or. Reçus par le chef de village d'Imonika, nous avons été édifiés des difficultés socio-sanitaires, éducatives et domaniales qu'éprouvent ces populations rurales. Préoccupation que nous avons ici au niveau de Dimonika, côté l'école, c'est une classe. Concernant le dispensaire, vraiment là, il n'y a pas de médicaments. Concernant les marchés ici, il faut en construire. On a fait un cahier de charges chez les Chinois, la compagnie Citysar, pour nous monter un marché ici. Concernant les loisirs de mes jeunes, on avait demandé de nous faire un stade qui jusqu'alors c'est pas fini ici. C'est en quittant le village d'Imonika que nous avons rencontré en plein massif du Mayombe des équipes d'orpailleurs en activité. Une exploitation artisanale d'or à ciel ouvert dont décrit les techniques de détection cet orpailleur. Ici, quand nous travaillons, la première étape consiste
à faire d'abord le terrassement. Nous, en termes d'orpaillage, nous appelons ça le préparer. Donc on prépare d'abord le terrain jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau, le niveau où la terre est devenue bonne pour pouvoir étaler et faire passer la machine. Donc, et ça c'est le gravé. Cette terre est mélangée des cailloux, des pierres. Donc, quand on va piocher avec la barre de mine, parce que le fer que vous voyez là c'est la barre de mine. Quand on va piocher avec ça, et on va prendre avec les pelles pour regrouper à côté et étaler maintenant avec une dimension un peu normale pour éviter qu'il y ait surcharge de terre pour que la machine ne peut plus bien capter. Et on prend le détecteur de métaux pour faire passer. Parce que lui, il détecte tout, le fer et l'or. On doit regrouper l'endroit où le bip sonore est localisé pour qu'on cherche à trouver, à détecter quoi. Si c'est l'or, quand on va séparer les parts, on va trouver l'or. Mais si c'est d'autres choses, quand on va séparer aussi, on trouvera. Aux yeux du touriste, le village Timonika reste une mine industrielle pour la diversification de l'économie nationale. Ces détritus déposés en face de l'usine qui produira au quartier Ngoyo à Pointe-Noire l'eau minérale et les boissons fruitées inquiètent Guy Roger Noël Massanga, président directeur général de cette société congolaise qui va générer 250 emplois directs. Depuis plus d'une décennie, un contentieux domanial oppose la congolaise des boissons plates et fruitées à un voisin tenancier d'un lavage automobile, lequel a été notifié de déguerpir par l'autorité municipale en date du 2 mai 2022. Détenant une attestation provisoire d'occupé de la direction départementale du domaine de l'État, cet occupant domanial de 782 mètres carrés n'a pas cédé au déguerpissement, vu la menace de pollution que court le forage de l'usine avant la tombée des pluies. Guy Roger Noël Massanga s'explique. Depuis un moment, nous vivions un véritable malaise parce que, par derrière, celui qui prétend être notre voisin n'est peut-être pas trop coopératif avec nous et empêchant aujourd'hui l'ouverture de la dite usine qui malheureusement tous nos efforts déployés pour le lancement car c'est une usine à vocation alimentaire. Et comme vous le savez tous, que l'eau c'est la vie et la vie elle est précieuse. On peut voir devant une usine tout un tas de détritus que vous voyez là, nous imposer par notre voisin. Je me poserai la question de savoir, est-ce que c'est un acte d'incivisme? Est-ce que c'est un acte de vandalisme? Est-ce que c'est un acte de provocation? En ce moment, je deviens dubitatif. Et par rapport à cela, je ne voudrais me faire justice seul. J'en interpelle encore pour une fois de plus les pouvoirs publics. En matière d'eau, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quand vous entendez source Mombamba, mais la source n'est qu'un forage. C'est des forages de 120 mètres. Et ce forage-là, par-dessus, il y a ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et ces déchets-là, c'est de la pollution. Avec l'arrivée des pluies, il y aura ce qu'on appelle de l'infiltration. Les eaux vont s'infiltrer jusqu'à perforer la nappe phréatique. Et la nappe phréatique fait quoi? Infeste l'eau. Le président directeur général de la Congolaise des boissons plates et fruitées déclare occuper sa concession depuis 2010 et compte lancer officiellement les activités de l'usine en septembre prochain. À la périphérie de Liambou se dresse une zone maraîchère où se cultivent sur les sillons aménagés tomates, endives, persil, concombres, aubergines et divers légumes. Des cultures vivrières qui motivent certains clients de Pointe-Noire d'effectuer le déplacement du Liambou, réputé par l'étendue commerciale de sa zone maraîchère. Ici, travaillent en groupe coopératif, hommes et femmes associés pour promouvoir le développement agricole de cette contrée. Comme les zones maraîchères de Pointe-Noire et du Kouilou, celle de Liambou n'est pas à l'abri des difficultés agricoles. Ici, nous sommes à Liambou. Comme difficulté, les choses ne vont plus bien, ne marchent plus bien. Les gens n'ont plus l'argent. Les engrais sont devenus chers, mais quand on amène les choses au marché, ça ne paye pas bien, donc c'est ça comme difficulté. Nous ici, vraiment, on a un problème de soutien. On souffre vraiment.
il n'y a pas vraiment une bonne route pour faire sortir les produits. Les déplacements sont vraiment chers pour venir ici. On peut avoir des choses, mais pour emmener ça au marché, on a des difficultés. Et des matériels à l'utiliser, des produits sont devenus chers dans les boutiques. Les insecticides, des engrais qu'on utilise, c'est vraiment cher dans les boutiques, on ne comprend pas pourquoi. Nous sommes en saison sèche, les puits, prenons de l'eau, le produit plus l'eau. Et ensuite, nous sentons que oui, là, sans des fumiers, vraiment, la terre n'est plus fertile comme avant. La terre est devenue un peu polluée. Donc là, nous faisons seulement le forcing. Parce que quoi faire, il n'y a pas encore à faire dans ce pays, dirais-je. Donc voilà que nous nous battons comme ça. Une zone maraîchère qui devrait s'arrimer à la révolution agricole prônée par le gouvernement de la République, cheval de bataille du projet de société du président Denis Sassou Nguesso. Prélude au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la fièvre jaune et la supplémentation en vitamine A par le Premier ministre chef du gouvernement le samedi prochain à Brazzaville, le préfet du département du Kwilu, Paul-Adam Dibouilou, a sensibilisé ce jeudi 4 août 2022 les populations placées sous sa tutelle de l'importance de cette campagne. Cadre choisi pour cette sensibilisation, l'hôpital de référence de Madingokai, dans la sous-préfecture portant le même nom. Présents à cette activité, les corps constitués départementaux, les agents de santé ainsi que les populations. Paul-Adam Dibouilou a dans son message sollicité l'implication des chefs de famille pour la réussite de cette mission régalienne. En marge de cette sensibilisation, l'OMS a disposé d'une ambulance au district sanitaire de Madingokai Nzambi. Pour la matérialisation de cette donation, le préfet du Kwilu a remis officiellement les contacts de l'ambulance à la directrice départementale de la santé du Kwilu, Dr Chantal Portela. Et on vous demande d'en prendre soin, le plus grand soin, Madame la Début. Tout à vous remercier. Merci, monsieur le préfet. Laquelle a fait le même geste à l'endroit du docteur Pierre Odé Moukoko, médecin-chef du district sanitaire bénéficiaire. Paul-Adam Dibouilou revient sur les deux volets de cette cérémonie. Le premier chef de gouvernement va procéder le samedi 6 août au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune et la rougeole. C'est tellement important pour notre pays que de pouvoir endiguer ces pandémies-là vis-à-vis des populations. C'est pour cela que nous également, nous avons choisi ce jour, qui est un jour particulier, parce que nous avions à remettre un don de l'OMS, notamment l'ambulance, mais également profiter pour lancer cette campagne de sensibilisation auprès des populations de Madingokai et des environs. Parce que nous estimons qu'effectivement, il faudrait que cette campagne soit une réussite totale et que les gens viennent massivement pour pouvoir adhérer à cette campagne de vaccination. Ici également, aujourd'hui, donc, de remercier naturellement tous les partenaires du système des Nations Unies, en l'occurrence l'OMS et l'UNICEF, qui appuient sans désemparer le gouvernement de la République. Et les retombées de cette politique de partenariat arrivent jusqu'à Madingokai, dont l'illustration est faite par ce don de l'ambulance. Tout cela nous réjouit. Et comme vous le savez, les partenaires du système des Nations Unies, que je viens de citer, ont beaucoup fait pour Madingokai et n'arrêtent de faire. Parce qu'en dépit effectivement du don de l'ambulance que nous venons de recevoir, il y a eu également un appui en matériel sanitaire, mais également des équipements. Enfin, la vaccination contre la rougeole concernera les enfants de 6 mois à 9 ans, tandis que celle de la fièvre jaune cible les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Ceci pour contrer les épidémies des deux maladies indiquées dans le pays. Créée en 1948 par les missionnaires catholiques, l'Église catholique de Mpunga, paroisse archidiocèse de Pointe-Noire, a célébré ses 70 ans en 2018. Totalisant 74 ans en 2022, elle s'ouvre aux visiteurs des lieux.
Occasion nous a permis de visiter ce temple religieux perché sur la montagne aux abords de la route nationale numéro 1 comme à Jérusalem. Une mission catholique qui garde encore le témoignage de ses serviteurs pour justifier sa présence à Punga. Au niveau de la colline de Punga, sûrement, d'après ce qu'on raconte, c'est l'idée des missionnaires. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont eu l'idée de construire une église à Punga. Mais où est-ce qu'il fallait construire l'église? Sur une montagne. Pourquoi sur une montagne? Simplement pour représenter un peu l'idée ancienne du temple de Jérusalem qui était sur la montagne. L'église est importante parce que nous répondons à la mission du Christ. Le Christ nous demande de répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, aujourd'hui nous sommes à Punga et l'église ira encore plus loin. Nous avons des communautés qui se trouvent à Dimonika, à Malemba, et dans ces communautés-là, nous partons aussi pour annoncer cette bonne nouvelle-là. C'est à notre mission que nous répondons. Un temple religieux ayant pour vocation première la formation des étudiants en théologie et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Je suis séminariste de l'archidiocèse de Pointe-Noire et je suis à Punga. Je suis en première année de théologie et là je suis en parcours de passion en deuxième année de théologie. Notre objectif premier est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. À côté de la bonne nouvelle, nous nous occupons aussi des jeunes qui viennent et qui sont désœuvrés, des jeunes qui sont à l'école, au lycée de Mvuti. Et quand ils arrivent, nous les prenons parfois en TD dans les salles que vous voyez juste à côté. Nous les enseignons par rapport à nos compétences, nous les aidons à affronter des examens qui arrivent. Non seulement cela, nous enseignons aussi le catéchisme. Le catéchisme se passe bien sûr dans les salles que vous voyez le jour de samedi. Dans ces salles aussi nous permettent de pouvoir faire des réunions, des chorales, des répétitions des choristes, non seulement les répétitions des choristes, des légionnaires et d'autres groupements qui constituent les mouvements d'apostolat de notre paroisse. Une paroisse qui se maintient à l'âge du temps, poursuit son sacerdoce dans sa mission religieuse par la présence de sa grotte mariale qui captive les âmes égarées à la prière journalière.